faisais 3 vidéos par semaine à l'époque, plus 25 heures de cours collectifs par semaine. Ouais. T'arrivais à vendre combien de programmes par mois? Ça se faisait comment? Je faisais à peu près 1000 voire par mois. Et tu sais que ça a failli me coûter mon partenariat avec mes vidéos humoristiques. Ah ouais? Ouais. Bon, on va voir un entrepreneur et un youtubeur à succès, donc suivez-nous, il nous accueille chez lui, franchement on a beaucoup de chance d'être là, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Venez, on va voir, on est vraiment en immersion aujourd'hui. C'est qui? Ouais, c'est vous le youtubeur à succès? Ouais. Ça Enchanté. va? Merci de nous recevoir, avec plaisir. C'est qui lui derrière là? C'est notre caméraman. Bon, filme pas trop là, j'ai pas rangé encore. On pas rangé. Donc ça, c'est le miroir dans lequel tu fais pose double biceps? Ouais. Tu veux essayer? Bah ouais, après il faudrait que ce soit le tourneur si je suis trop grand. Il faut que tu te mettes à genoux par contre, sur la poussière et les cafards. Squat complet avec ce qui reste de hier. Vous avez vu, talons au sol les gars. Ne regardez pas ma mobilité, je suis censé faire de l'haltéro et voilà ce que je suis capable de faire. La télé allez. Pour Netflix. Non, viens dans ma vraie maison. Allez, enlève tes chaussures. Et là mec, tu penses que je rentre là-dedans? Je suis pas sûr que je passe. Non, par contre, il va péter si on va dedans. Non, là, en fait, on est chez mon père. Et du coup, c'est là où il y a ma salle de musculation, où je fais à peu près tous mes tournages de muscu. M'en posez pas de questions aussi pour la montagne de terre aussi. Vous comprenez pourquoi ils ont ce style-là, mes vidéos, maintenant ou... Bien suivre un peu, viens voir les endroits où on fait les meilleurs entraînements, là. On est avec sa musique, il n'y a personne, on est soi-même. On déchire les tractions, on a le petit titi à frapper aussi au cas où. J'ai 2 BPJETS, forme et force. Force. T'as cours collectif aussi du coup? Ouais. Force parce que c'était ma passion. Bien sûr. Ouais. Et forme parce que je voulais des sous. Mais oui, entrepreneur, on peut se dire la vérité. Bien sûr. Quand je faisais la forme, ça me plaisait pas forcément de faire du step. Des cours de step, des cours de même shadowboxing là. Ouais, c'était pas un plaisir à donner. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre du plaisir parce que je voyais que mes cours se remplissaient et qu'il y avait de l'engouement. Donc, je pense que c'est humain de kiffer quand il y a du monde qui apprécie ton travail. Tu commences à dire, ah, peut-être que je suis fait pour ça. Et tu te donnes à fond dedans. Mais au début, non, je voulais carrément pas. Je me disais, non, j'ai pas envie. Et le patron de la salle où je travaille, j'étais obligé, sinon ne te garde pas. Putain, on a vécu la même histoire, ils te disent tout ça. Et t'as même pas dit, ok, tu fais forme, mais si tu fais forme, après on fera muscu, donc t'as pas sorti ça. En fait, moi je l'ai pas rencontré avant, moi j'ai fait d'abord l'inscription en formation. Et une fois que j'étais en formation, après on m'a trouvé un stage qui était dans cette salle-là, parce qu'il n'y avait aucune salle qui voulait de moi, à savoir pourquoi, je sais pas. À l'époque, je sais pas, j'étais peut-être... C'était il y a combien de temps? J'avais 19 ans. Mais tu sais, je suis quelqu'un d'introverti de base. À part sur les jeux vidéo, on est tous un peu fous sur les jeux. Et je pense que ce qui m'a fait me développer socialement, c'est vraiment mon travail de coach. On m'a forcé à aller voir les gens, demander s'ils avaient besoin d'aide, de conseils. T'avais déjà lancé YouTube à cette époque-là? Non. Non, moi j'ai lancé YouTube, c'était en 2018. Donc j'avais 22 ans. Mais personne n'y croyait à la salle. Hein. Enfin, il n'y a personne qui me le disait en face, mais j'entendais les échos et on pensait que je faisais ça, que j'allais juste me ridiculiser un peu et que ça allait se terminer comme ça. Mais finalement, ça a marché. Donc, Du coup, je vais te poser une question par rapport à ça, c'est hyper intéressant. Donc, ça peut parler aux gens qui hésitent à se lancer et tout. Donc, vraiment, si tu peux nous partager ça. Quand toi, donc tu es introverti, tu franchis le pas de plus être introverti, est-ce que tu penses déjà que toi tu te disais ok, je vais le faire parce qu'on me le demande ou je vais le faire et je sais que ça va m'aider, ou est-ce que tu faisais juste ça déjà sur cette partie-là? Pour moi c'était un défi et même tout le monde, je pense, tout introverti se dit il faudrait que je sois un peu plus ouvert au monde pour pouvoir réussir socialement, déjà avoir une meuf, tout ça. Je pense que tout le monde se dit ah putain, si j'étais un peu plus extraverti, j'irais parler, j'irais... m'ouvrir au monde, et je trouverais aussi, au bout d'un moment, on sera tous confrontés à se dire, si tu parles pas, personne va le faire pour toi. Bien sûr. Tu te vends pas en tant que bon coach, en tant que... Personne va dire pour toi, lui il est excellent, à part si ça fait des années que tu es là. Mais quand tu arrives sur le marché, il faut savoir se vendre, il faut savoir parler. Et comment tu as fait pour prendre tes coronets, c'est le faire? Du coup, tu as eu un déclic, tu t'es dit, vas-y, je peux pas me laisser comme ça, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont vraiment... J'ai pas vraiment eu de déclic. En fait, moi je suis un bon soldat.
Si tu me dis fais quelque chose, je le fais. Ouais, bah, très bien. Tu vois. Et on va en parler justement. Donc les personnes qui m'ont encadré me disaient de faire des trucs, donc je les faisais parce que ils avaient une position hiérarchique supérieure à la mienne. Et donc finalement, j'avais aucun mal à m'exécuter quand c'est quelqu'un qui me disait de le faire. C'est tout con, mais c'est comme ça. Et je m'en suis servi de ça pour plus tard devenir un bon entrepreneur. Ouais. Parce que je suis devenu mon propre soldat. Ouais, c'est génial. Et on dit toujours dans l'entrepreneuriat que les meilleurs, ceux qui délèguent le mieux, les meilleurs donneurs d'ordre, même si le terme est un peu barbare, sont aussi des très bons exécutants. Et ça, c'est important de le savoir. Ah, je savais pas. Je savais pas. En fait, j'ai eu quand même un petit déclic. Une fois dans la salle de cours, j'étais en train de passer le balai parce que je faisais tout le temps le ménage. J'étais le stagiaire et je faisais le ménage de partout. Une fois, il y en a un, il a chié dans la douche. Heureusement, j'étais en train de donner un cours collectif. Donc, c'est le manager qui est allé ramasser la merde. Bien fait pour lui. Et du coup, je faisais tout le temps le ménage. Et pendant que je balayais ma salle de cours, je n'arrêtais pas de me répéter pourquoi j'ai les couilles de le faire pour quelqu'un, mais j'ai pas les couilles de le faire pour moi. Ouais. Et je me le répétais jusqu'au jour où je me suis dit, bon, il n'y avait pas que je me suis dit, il y a aussi le fait que l'entreprise avait décidé de ne pas me garder, de prendre un nouveau stagiaire pour payer moins cher. Ok. Chose qui se comprend maintenant que je suis entrepreneur et que je comprends maintenant parce qu'avec les low cost et tout, ils se sont fait tuer les petites salles comme ça qui recrutaient des coachs sportifs. Et à partir de là, je dis bon, plus le choix. Tout ce que j'ai fait mariner dans ma tête depuis 2 ans, il va falloir que je le mette à exécution. Et là, j'ai commencé à me lancer en micro-entreprise. J'ai démarché, j'avais des idées farfelues, j'arrivais dans des salles de cours collectifs avec des lunettes. Et je parlais un bon français pour, soi-disant, paraître intelligent et posé. Et est-ce que quand tu démarchais les salles, c'était pour être coach là-bas ou juste avoir quelques heures de coaching en entreprise? En fait, j'avais pour objectif encore un petit peu un espoir d'être salarié, d'avoir un bon salaire. Mais j'ai vite compris que ce n'était pas possible. C'était du 13-14 euros brut de l'heure. Et quand tu donnes des cours collectifs, vu l'intensité que tu dois y mettre, ça vaut vraiment pas du tout 14 euros de l'heure. Vraiment pas du tout. Et puis en plus de ça, tu travailles quand les gens ne travaillent pas, hein, les gars. C'est la même chose que la restauration. On travaille le matin, le soir et les week-ends. Le dimanche, c'est 14 euros aussi. Ah ouais. Et bon, je suis resté en micro-entreprise, j'étais payé 25 euros de l'heure en cours collectif et ça m'allait très bien. Bien sûr. Du coup, je sortais quoi? Avec les impôts, ça tombait à 18 net. Ouais, je me faisais un bon 2000 par mois déjà. À 22 ans, j'étais content. Parce que dans ma tête, chose que je dis assez souvent, quand j'ai quitté mon BTS informatique, parce que j'ai commencé par ça, de base, je voulais faire un truc informatique parce que je visais des 5 000, des 10 000 par mois. Ouais, tu avais un cap financier. Voilà, je voulais être un cadre en gros, comme j'ai des gens dans ma famille qui sont médecins, je voulais au minimum gagner comme eux. Et après, je me suis dit, bon merde, ça me plaît pas, je vais aller faire un truc qui me plaît. Donc la musculation, j'adore ça, je suis dedans depuis, à l'époque, ça faisait 3 ans que je faisais de la musculation très sérieusement déjà. Ouais. Et je me dis, j'adore la musculation, j'aime en parler, j'aime partager à la salle avec les gens. Hein. Bon, souvent, c'est des mecs que je connais, tu vois, quand on s'est connus au primaire et qu'on s'est rencontrés une fois à la salle. Et j'adorais parler de muscu. Et du coup, je suis parti de mon BTS informatique dans l'idée, allez, c'est bon. On s'en fout, on va gagner 1006 par mois pour toute notre vie. Mais après, avec les coachings et tout, les cours collectifs, tu te rends compte que tu peux gagner beaucoup plus. Ouais. Si tu arrives à être ton propre auto-entrepreneur, ça marche. Ouais. Et c'est vrai que ça fait une fracture dans le métier. Nous, on voit les gens qui arrivent à se vendre, qui arrivent à faire ça, ils peuvent espérer en vivre pas mal. Ceux qui n'arrivent pas, ils essaient de trouver le salariat, mais le salariat, il est très compliqué. Et en fait, dans ce milieu-là, tu as les mecs qui font une première reconversion. C'est genre, ok, j'arrête ce que je fais pour faire un métier où je suis passionné. Et t'as ceux qui font ça depuis 10 ans qui disent « Ok, j'arrête ce métier pour faire une reconversion dans quelque chose, j'aurai un meilleur lifestyle. » T'as 2 époques de reconversion. Parce qu'en fait, si tu sais pas te vendre, qu'est-ce qui se passe? Quand t'as 40 ans et que t'es coach depuis que t'as 25, tu fais quoi à 40 ans? Tu fais encore des step touch? Tu boites. Voilà, tu fais encore des step touch, tu vois Géraldine à qui tu montres comment faire du pullover, frère. C'est plus possible, tu vois. Tu démontes des bar muscle up toute ta vie quand t'es coach CrossFit, non. Donc si tu sais pas te vendre, donc t'entreprends pas, il faut quand même penser à ça. Donc si vous êtes jeune et que vous êtes coach, pensez quand même à dans 3-4 ans. Au futur. Et mec, tu te lances sur YouTube, donc genre, comment ça se fait? Pourquoi tu décides de te lancer sur YouTube? Et qu'est-ce que, quand les gens ils ont commencé à jacter, parce qu'en fait les gens font toujours ça, oui, ouais, il va pas réussir, machin, etc. On connaît tous ce truc-là. Enfin, tous les gens qui essayent, il n'y a que ceux qui essayent pas, qui connaissent pas. Donc déjà, pourquoi tu te lances et comment tu fais surtout pour pas t'arrêter? Bon, comment je me lance déjà? C'était une période de ma vie où j'étais pas très heureux. Ok. Tu vois, donc je me suis dit, j'avais plus grand chose à perdre et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire et
que je m'empêchais de faire parce que je visais le cocon familial, une famille bien composée avec un métier discret où je peux faire ma vie discrètement et gagner ma vie tranquillement. Même en travaillant dur, je visais ça. Et là, je me suis dit, bon, ben, je suis un peu dans l'inconfort. Je ne dis pas que je souffrais non plus, tu vois, mais... Ouais. Il y avait une différence entre je ce me que sentais tu cherchais très mal, vraiment vraiment. et puis le... Enfin, je me sentais mal dans ma vie. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire qui me passionne et que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais osé faire. Donc, je me suis dit, je vais faire des vidéos. Parce que des vidéos, j'en fais depuis petit avec ma famille, mes grands cousins, ma soeur, mon frère. On faisait toujours des vidéos des sketchs, tu sais. Okay. En fait, moi, si tu veux, j'ai grandi avec des grands cousins. Ils avaient l'âge de regarder South Park et Scary Movie. Donc, si tu veux, nos premières vidéos, nos premiers films, ben, j'avais 4-5 ans. Et ben, c'était déjà de l'humour South Park et Scary Movie, tu vois. Avec du ketchup sur la main quand on se tirait dessus. South Park, mec, l'arrêt. Et du coup, ben, ça m'a un peu... moi, j'ai adoré ces moments-là que j'ai passés avec ma famille, à faire des vidéos, tout ça. Et en grandissant, je n'ai pas perdu tout ce qui est technique de... Par exemple, quand on voulait faire des effets spéciaux, lancer une pierre géante, ben, on mettait la pierre proche et le mec faisait ça. Et il jetait la pierre en haut, tu vois, des conneries comme ça. Ben, ces montages un peu dégueux, j'ai continué de les faire, mais à mon grand âge, tu vois. Et sur YouTube, ça faisait rire parce que mes montages étaient un peu pourris. J'avais un humour décalé, ça a fonctionné sur ça. Mais ça faisait aussi beaucoup de moqueries parce que c'était un peu des trucs à la con, mais qui, moi, me faisaient rigoler tout seul quand j'étais devant mon écran. Donc je savais que si moi, je pouvais rigoler à ça, forcément, il y avait d'autres gens qui allaient rigoler. Tu vois, je ne suis pas non plus un mec à part entière extrêmement bizarre. Je pense que si moi, ça me faisait rire, ça allait faire rire d'autres gens. Parce que là, quand tu te lances sur YouTube, au début, ton objectif sur les vidéos, c'est quoi? C'est de partager quelque chose, juste faire des vidéos qui te font plaisir? Est-ce que tu as quand même tu sais un peu ce que tu vas publier ou genre tu fais juste ce qui te fait kiffer, quoi? Je faisais ce qui me faisait kiffer. Après, je faisais aussi ce que je savais faire, surtout parce que parler à une caméra, c'est pas forcément évident au départ. Donc, je faisais ce que je fais le mieux, donner des conseils en musculation, parce que j'étais coach déjà depuis un petit moment quand j'ai commencé. Et donc, j'ai commencé avec des vidéos de musculation. Mon but, publiquement, c'était de faire un bon répertoire client, augmenter mes revenus publiquement, parce que les gens veulent entendre ça. Mais pourquoi tu fais ça? Tu vas jamais percer. Ben, parce que j'ai envie d'avoir plus de clients, et je pense qu'avec YouTube, c'est une bonne plateforme pour cibler plus de gens. Mais secrètement, ben, je voulais devenir youtubeur et faire un petit peu mon rêve d'acteur, mais à ta façon, à ma façon, avec les scénarios que je veux et faire marcher mon imagination. Et donc du coup, quand tu commences à faire ce truc-là et que les gens disent ça va pas marcher, parce que je pense bien qu'au début ça décolle pas direct, tu peux nous parler un peu de ça? Comment tu fais pour continuer alors que tu sais que tu as quand même l'entourage ou les gens, des fois, ta famille, je sais pas comment ils voyaient le truc aussi? Ma famille, ils me laissent faire. Ils m'ont toujours laissé faire. Mon père il me fait beaucoup confiance sur ça parce que il n'a jamais eu à être derrière moi à l'école. Et son seul objectif, c'est que j'ai le bac. Voilà. S'il m'a dit fais le bac, après tu fais ce que tu veux. L'objectif de tous les darons, quand tu dépasses, il a la veine sur l'avant-bras, si tu dépasses juste la limite, tu prends un coup de veine. Mais son seul goal dans la vie, c'est que tu aies le bac. Ouais, c'est ça. Donc toi, quand tu vois que ça fonctionne pas, enfin que les gens disent que tu vas pas réussir, qu'est-ce que tu te dis pour pas arrêter? Juste tu fais le job comme le soldat que tu nous as dit que t'étais, ou tu réfléchis en mode bande de bâtards, vous allez voir, je vais vous montrer. En fait, comme je te disais, c'était une période où ça allait pas trop. Et en fait, tout ce que tu allais dire, ça allait vraiment pas m'affecter. Vraiment, j'étais anesthésié, on va dire, contre les critiques négatives. C'était vraiment le dernier de mes soucis qu'un tel ou un tel pense que ça allait pas marcher. Donc je faisais machinalement mes vidéos, je faisais 3 vidéos par semaine à l'époque, plus 25 heures de cours collectifs par semaine. Voilà, donc je touchais rien sur mes vidéos. Je faisais des vidéos de 3-4 minutes de conseils de musculation, c'était pas des vidéos qui duraient 20, 40, même 1 heure. Ouais, mais pareil, à l'époque, le montage, machin, c'est pas comme maintenant. Ouais, et ça me prenait à peu près 8 heures de montage par vidéo. Par vidéo? Ouais, par vidéo, parce que je faisais beaucoup de montage et je savais pas m'en servir. Et en plus de ça, j'avais un ordi que j'avais acheté reconditionné, un MacBook qui coûtait 600 €, mais c'était un vieux, tu sais, 2011. Et ça ramait sur Final Cut, c'était très compliqué de faire du montage. Des fois, ça buguait, je recommençais la vidéo du début. C'était un bordel. Voilà, mais non, j'ai fait machinalement. Comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait robotiquement. Comme la muscu, je l'ai fait robotiquement.
Et ça a fini par payer. Ouais, le travail paye quand il est bien fait. Et du coup, ça a mis combien de temps à commencer à marcher un peu sur YouTube? Enfin, je veux dire, t'as mis combien de temps à arriver peut-être à 10 000 Alors c'est bien parce que abonnés je au me début? souviens souvent des chiffres. Tu vois. Ah ok, bah tu vois. Bah oui, du coup. Je suis resté. Bon, première vidéo qui avait un petit peu marché, c'est quand j'avais sauté sur ma voiture devant Boji Time et Ok. j'étais monté à 150 abonnés, Ok. d'une dizaine à 150 abonnés. Et ensuite, je suis monté très progressivement pendant 9 mois jusqu'à 600 abonnés. Ok. Et j'ai sorti une vidéo où je testais le programme Wolf de chez Boji Time. Je l'ai fait sérieusement un truc de fou. Et j'ai sorti une shape des enfers. Une vidéo vraiment bien montée qui dure 5 minutes où à la fin j'ai un physique des ténèbres avec un rebond glucidique et tout Ah ouais, t'as fait propre. des choses. Voilà, j'ai fait 100 000 vues en Ok. moins d'une semaine. Ok, Et là cool. j'ai dit c'est bon, je suis monté à 1000 abonnés le premier jour de la sortie et à 5000 abonnés une fois qu'elle avait Ah fini ouais, de faire donc ses vues. 605 000, t'es passé de Ouais. 600 à 5 000. Ok, trop Non, bien. de 900 à 5000 De en 900 à gros, 5 000. avec une vidéo. Et après, derrière, j'ai enchaîné des petites vidéos un peu buzz où je fais les défis physiques, où il y avait une vidéo où je faisais un peu un air hautain, assis sur mon fauteuil, et je disais, ouais, je vais vous tuer au développé couché. Et les gens, ils ont trop réagi, ils ont dit, ah, pour qui se prend celui-là et tout, avec ses Ouais, cheveux. toi, tu t'es dit, je vais cliver un petit peu et ça a marché. Ouais. Mais c'était même pas mon objectif de faire Ouais, ça, ouais. en fait. Juste ça te faisait rire, quoi. Pour moi, vanner, c'était vraiment sympa. Ouais. Parce que dans la vie quotidienne, les gens me connaissent, ils savent que je suis pas méchant. Mais là, les gens, en fait, sur Internet, ils pensaient que j'étais méchant. C'est trop bien. Et du coup, voilà, après, ça fait les défis punching ball. Ça a bien marché. C'était un concept qui était marrant parce que c'était un concours de burn avec des gens connus. Et les gens adorent ça. Et je suis resté un petit peu dans cette ambiance-là où on Donc se en fait, vanne un après, peu. t'étais en mode divertissement muscu, quoi. Ouais, c'est ça, divertissement et muscu. Après, j'ai enchaîné sur les micro-trottoirs parce que il y a très très longtemps, je savais même pas que le mec s'appelait Connor Murphy. J'avais vu une vidéo de lui Ok. où il faisait un prank où il se faisait enlever le t-shirt par un complice devant des meufs et demandait des numéros. Et je me suis dit, putain, mais ça c'est trop un truc de drôle, génie. c'est trop marrant. Et tu sais, on a tous cette croyance qu'avoir un physique musclé, ça peut attirer des meufs. Ouais. Chose qu'on se rend compte qui est fausse en se développant, mais on gagne confiance en nous quand même et on se dit, je m'en fous, je suis musclé, il peut tout m'arriver. Ouais. Et du coup, après, tu alimentes un peu cette image-là, qui est vraie en partie parce que quand j'étais fin et petite taille, c'était pas rare de me faire embrouiller dans la rue pour aucune raison, tu vois. Mhm. Mais voilà, après, le physique, ça compte énormément Bien sûr. et il faut en prendre conscience. Ouais. Ah, il y a plein de choses à dire là sur tout ce qu'il nous a partagé. En gros, moi, si tu me dis si j'oublie des choses, mais par exemple pour les personnes qui sont un peu dans un cas où ils veulent tout simplement progresser dans leur vie, tu vois, changer, sortir de leurs conditions. Si on résume, donc, toi, tu étais introverti, tu as accepté vraiment comme un bon exécutant de te mettre en difficulté. Donc déjà, il faut à un moment donné, les gens pourront pas le faire pour vous mettre en difficulté. Donc pour sortir de ta condition, progressivement sortir de ça. Deuxième chose, tu as partagé quelque chose qui te passionnait, tu as fait des choses que tu aimais bien. Donc du coup, ça t'a permis de le faire bien. Et tu as travaillé très très dur aussi. Et le dernier point aussi que je pense mettre en avant, c'est que le mec n'a pas peur de l'échec. Parce qu'en fait, à un moment donné, si tu n'as encore pas commencé, mais que tu te dis, ok, comment les gens vont réagir, comment ils vont faire ça, imagine mon père dit ça, ma mère dit ça. À un moment donné, il faut y aller, tu vois. Il faut y aller. Donc mettez-vous en difficulté, sortez de votre condition, n'ayez pas peur de l'échec, et puis surtout travaillez dur, tu as été ultra régulier aussi. Ça, faut le dire aussi. Parce que ça, c'est hyper important. Si tu commences à être... C'est bien, en fait, la motivation, c'est bien, mais par rapport à la discipline, on en revient toujours à ça. Ça s'essouffle assez vite. La motivation, c'est ça. Puis après, tu reviens là, ça descend tout de suite. Alors que la discipline, bon, t'es plus ici. Et donc, voilà, t'as sorti 3 vidéos semaine. En plus, son travail, 8 heures par vidéo de montage. Il donnait 25 heures de cours. Il y a 8, 16, 24. Donc, il y a déjà 24 heures de montage. Déjà, t'as 50 heures. T'as rien fait, il y a déjà 50 heures. Ouais, je vivais pour ça. Voilà, il vivait pour ça. Le matin, je me lève, vidéo direct, Voilà. tournage. Je vivais pour ça. J'avais aucun... mes potes, je les voyais de temps en temps, ils venaient ici chez mon père et j'étais en train de monter mes vidéos. Ils restaient avec moi pendant que je montais mes vidéos de temps en temps. Ou alors, quand on faisait un tournage vidéo, c'est eux qui cadraient. Donc c'est là que je voyais mes potes, c'est là qu'on déconnait. Parce que finalement, c'était... c'est vrai que des fois, quand tu te dis faire une vidéo avec des potes, c'est quand même plus amusant que de sortir, aller boire un verre dans un bar et se raconter nos vies alors qu'on les connaît par cœur. Ouais, alors que là, il y a des interactions avec des gens, des fois en micro-trottoir, c'est marrant, c'est drôle. Et j'aimerais rajouter un truc, c'est pour ceux qui sont dans une période difficile aussi, où ils se sentent malheureux, souffrants ou autre. Pour moi, le moment où on exprime le mieux son art, c'est quand ça va pas intérieurement. Ok.
Voilà, là ça va très bien et du coup c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir moins d'imagination, d'avoir moins les couilles de faire des trucs. Ouais, c'est vrai. Quand on est dans le confort, c'est beaucoup plus difficile de sortir quelque chose d'artistique, vraiment. Ouais. Merci pour cette première partie. Bam, on apparaît chez moi là-bas. Allez viens Iki, allez viens. C'était un chien. On voit que c'est un félin, mec. Il laisse passer devant. Tiens, attends 2 secondes. Bon bah les gars, là, ou les filles aussi évidemment, on est sur la deuxième partie. Tu fais pas de faux espoirs, il n'y aura que des mecs ici. Ouais, il y aura que des mecs. Bon, voilà. Du coup là, on est sur la deuxième partie, on va essayer d'être beaucoup plus sur la partie entrepreneuriale. Du coup là, tu as YouTube qui fonctionne, ça progresse. Comment tu fais pour en vivre? Comment tu fais après? Enfin, c'est quoi tes idées? Comment tu peux nous expliquer un peu cette partie-là? Je continue en fait de faire comme j'ai toujours fait, c'est laisser parler mes envies, mon imagination. Donc les concepts que je vais faire sur ma chaîne YouTube, c'est pas des concepts que je me suis imposé. À aucun moment je me suis imposé de faire, peut-être si, des concepts muscu quand on me demandait des vidéos de muscu parce que c'était la base de ma chaîne. Mais tout ce qui est analyse physique de combattant, c'était vraiment quand je kiffais faire ça que je l'ai fait. Si aujourd'hui on me demande de faire de l'analyse physique de combattant, ben, c'est plus trop mon kiff donc je vais pas le faire. Je vais plutôt faire, tu vois par exemple là je suis très axé sport de combat et j'aime apprendre avec des gens qui sont connus là-dedans, qui ont un bon palmarès et beaucoup de savoir à transmettre. Donc en même temps que je fais mon tournage, je me divertis, je m'amuse et après en même temps ben, je partage ce moment avec les gens qui me suivent. Voilà. En ce moment c'est ça qui me fait kiffer. Ben, demain, si c'est la cuisine qui me fait kiffer, je ferai des vidéos de cuisine. En attendant, c'est les sports de combat. Donc toi, tu es vraiment un créatif, hein, ça on a bien compris, que tu aimes bien aussi fonctionner comme ça, donc c'est très important de le souligner, de toute façon ça se ressent dans ton contenu. Et donc après, donc, YouTube commence à faire des vues, tu commences à avoir peut-être un peu d'argent avec les ads. En tout cas, à quel moment tu te dis, ok, je peux vivre avec mon travail de YouTubeur en fait? À partir des 100 000 abonnés, je gagnais 400 € grâce aux vues par mois. Putain, c'est pas beaucoup, vous vous rendez compte? C'est pas beaucoup, mais je me suis dit, 100 000 abonnés, allez, c'est le moment. Donc je dis à tous les endroits où je travaille, il y a un endroit où j'assumais pas, je dis que je partais au Japon, c'est pas vrai. Dédicace à vous. Et il y a un autre endroit où ben, j'allais beaucoup plus souvent et où j'ai dit ben, j'arrête, je veux plus faire de cours collectifs. Donc j'en faisais toujours un de temps en temps. En fait, j'ai fait très progressivement. J'ai fait 1 cours, 2 cours, je disais non à plusieurs cours. Jusqu'au jour où j'ai dit que je venais plus parce que je me consacrais à 100% YouTube. Donc j'étais pas sûr de bien gagner ma vie avec 400 € par mois, mais c'est tombé juste parce qu'il y a eu le Covid 2 mois plus tard. D'accord. Donc c'était en mars. Donc j'ai arrêté en janvier et en mars, Covid, tout le monde. Ouais, Lockdown. Lockdown. Prison. Et c'est à partir de là en fait où j'ai envoyé plus de vidéos. Mon site internet, je le faisais marcher avec des programmes sportifs. Donc là, tu commences à faire du contenu additionnel, donc tu vends des programmes sportifs, etc. C'est ça. J'ai commencé très tôt ça, à vendre des... D'ailleurs, j'ai pris une sauce par rapport à mes programmes, on peut en parler si tu veux, parce que j'avais pas de designer, je faisais tout seul, j'avais confiance en personne, de par mon expérience personnelle, sociale et mon expérience professionnelle. Expérience de vie, quoi. Ouais, mon expérience de vie a fait que je fais confiance très difficilement en termes de travail. Dès qu'il y a de l'argent en jeu, je fais très très attention. Parce que d'expérience, c'est ce qui m'a fait. Tu vois, souvent on peut blâmer quelqu'un qui a un mauvais comportement, mais souvent c'est ses expériences personnelles qui ont fait qu'il a un mauvais comportement et qu'il est méfiant ou qu'il ne s'ouvre pas beaucoup à toi. Donc on ne peut pas vraiment en vouloir. Encore une fois, c'est du déterminisme. Bon, le truc c'est que j'arrête de travailler physiquement, je travaille seulement sur YouTube. Et donc j'arrive quand même à vendre mes programmes sportifs, je fais mon site internet, je prends une sauce parce que j'ai pas de designer et parce que mes programmes sont vraiment très moches à regarder. Tu prends une sauce par quoi, internet Sur internet, ouais, sur Twitter et tout. Alors que je ne les mets pas sur Twitter, tu vois. Je la prends sur Twitter, je suis pas sur Twitter. Et, et en fait, mes programmes séries, ils étaient moches. C'est moi qui les ai faits, je suis pas designer. Et en plus, même si tu me dis de faire un truc beau, je sais pas trop le faire. Le concept de beauté pour... Des pages PDF, c'est pas un truc que je maîtrise du tout. Après, je peux comprendre quelqu'un qui est beau dans la rue, tout ça, mais la beauté sur une page PDF, c'est compliqué pour moi. Ouais, ça me parle pas et j'y voyais pas l'intérêt à l'époque. Surtout que là où j'ai commencé à travailler,
les programmes se vendaient à 50 € l'unité. Et c'était un bout de papier avec écrit au crayon 6 x 6 à ça, 5 x 5 à ça, 4 x 10, etc. Ouais, c'était hyper basique. C'était très basique et les gens s'en plaignaient pas. Donc dans ma tête, je me suis dit, ce qui intéresse les gens, c'est le contenu et pas la mise en page. J'aurais peut-être dû me concentrer sur ma mise en page plus tôt, peut-être parce qu'après ça, c'est vrai qu'en termes de vente, j'ai refait toute ma mise en page avec Mikey, mon designer. Ça, c'est un des mecs et des rares mecs avec qui je travaille et qui m'a jamais déçu. Il a refait la mise en page. J'ai remasterisé tous mes programmes. J'ai fait par Shopify, on peut faire un automatisme de renvoi de mail. Donc tous ceux qui ont acheté le programme et qui étaient moches ont reçu le nouveau programme beau. Donc déjà intérieurement, moi ça me fait sentir mieux parce que satisfaction client, t'assumes les trucs. C'est ça. Bien. Et je me suis aussi dit, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il est trop moche mon programme. Et ça a le mérite que les clients qui m'ont fait confiance au début aient un beau programme. Bien sûr. Et ça me ferait chier qu'ils ne l'aient pas. Tu les vendais comment tes programmes? C'était quoi? Dans les vidéos, tu disais, ok les gars, si vous voulez un programme, suivez-le? Ou tu faisais des webinaires, des trucs comme ça? Non, vraiment. Je sais même pas ce que c'est un webinaire. C'est quoi un webinaire? Webinaire, c'est ce que font un peu tous les gens qui font des formations. En gros, ok les gars, ce dimanche, soirée exclusive où je vous apprends par exemple comment devenir fit en quelques instants. Ils viennent. Ça marche ça, sérieusement? Écoute, c'est incroyable parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans ton webinaire, tu donnes des informations globales, tu impliques les gens et en fait, tu leur donnes la cerise sur le gâteau, le début du sucre. Donc après, ils ont faim, tu vois, ils hyper salivent. Et à la fin, tu leur dis les gars, si tu veux hyper saliver, maintenant il faut raquer, tu vois. Donc là, ce soir, que parce que vous étiez dans mon webinaire, vous aurez le programme un peu moins cher. Si tu veux que je te finisse. Tu veux me finir il faut payer. Il faut payer le webinaire. Donc, non, je sais pas, des fois, ça se fait plus peut-être sur des formations que des programmes, peut-être, des accompagnements. Il y a des gens qui font ça et qui baissent le système. Il y en a qui font des choses incroyablement bien, quoi. Il y a des choses très, très bien. Dans l'entrepreneuriat, tu prends, je sais pas, des Yomi, Denzel, choses comme ça, font des choses super, quoi. Voilà. Ils te vendent pas, si tu veux, ils te font pas un deuxième trou du cul en surfacturant un truc inutile, quoi. Ils font vraiment des belles choses. Mais c'est un système qui est très intéressant. Donc tu vends tes programmes comme ça, etc. Tu prends la sauce, tu modifies. Et du coup, après, comment ça s'est passé? Donc tu as vécu quoi? Que de tes programmes? Tu as aussi vendu d'autres choses? La vente de mes programmes a globalement baissé après ça, tu vois. Ok, ouais. Donc... T'arrivais à vendre combien de programmes par mois? Ça se faisait comment? Je faisais à peu près 1000 voire 2000 € par mois. C'est très rare que je faisais 2000. Mais la moyenne, vraiment, c'était 1000 €. 1000 € de programme. Et c'était pas top, je trouve, en termes de vente par rapport à la publicité que je faisais. Voilà, tellement que je perdais un peu confiance en ma capacité à avoir des clients. J'avais l'impression que les mecs qui venaient sur ma chaîne YouTube, c'était juste des mecs qui avaient envie de déconner, voir 2-3 meufs réagir à 2-3 réactions et se barrer. Ils veulent que du sang. Voilà, ils veulent que du sang. Ouais, du coup, j'ai eu plusieurs partenariats. J'ai fait avec Fitness Boutique, j'ai travaillé pendant 1 an. Après, j'ai travaillé 2 ans avec MyProtein. Ça s'est super bien passé. Génial. Mais à un certain moment, je me dis, ça y est, j'ai réussi à m'extirper du salariat. J'ai réussi à créer mon truc. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant d'être réellement mon propre patron? Parce que finalement, même si tu es en sponsoring et que tu continues d'être ton propre patron, il y a quand même des obligations. Bien sûr. Et tu ne peux pas faire tout ce que tu as envie. Déjà, rester family friendly. Bon, c'est important pour moi de rester family friendly parce qu'on ne sait jamais si mes neveux ils décident de regarder mes vidéos, même s'ils ne sont pas trop fans de moi, ce qui me déçoit fortement d'ailleurs. Là, c'est vrai que le fait de ne plus avoir de sponsor du tout, j'ai vraiment, vraiment le sentiment d'être mon propre chef. Comme un sentiment de liberté que je n'avais pas forcément. Après, ce n'est pas dérangeant, tu as quand même un salaire qui tombe tous les mois, tu as une sécurité. Bien sûr. À même titre que le salariat, et encore mieux, puisque ce n'est pas aussi prenant que le salariat. Là, je ne vais pas dire que c'était compliqué de faire 4 vidéos par mois pour où je parle de la marque. C'était pas non plus un truc de fou. Oui, bien sûr. Je sors d'une famille de travailleurs, enfin j'ai une famille de travailleurs. Mon père, il a travaillé toute sa vie, mon grand-père a travaillé toute sa vie. Donc, c'était pas 4 vidéos. Limite, quand j'ai dit ça à mes oncles, ils étaient contents pour moi. Ils étaient là, ouais, putain, tu travailles pas beaucoup. Après, il y en a pour certains, ils se disent, faire 4 vidéos par mois, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup en vérité. Bien sûr. Là, si j'en fais pas 4 par mois, c'est juste parce que je suis un peu feignant, je reconnais. Mais 4 vidéos par mois à l'époque, c'était tellement facile. C'était tellement facile. Donc oui, être sponsorisé, c'est une facilité quand même. Ouais, c'est clair. Et donc après, là, tu veux être ton propre patron, ça y est, tu franchis le pas. Donc là, tu vas aller au bout de l'équation, tu vas internaliser. Donc là,
tu vas lancer ta marque de compléments. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ben, je veux lancer ma marque de compléments parce que je me dis que c'est un business qui est stable, surtout, et qui peut rapporter. Donc si demain j'explose les vues et que tout le monde se jette sur ma marque, je deviens riche. Et si ça n'arrive pas, dans tous les cas, ben, j'arriverai à me sortir un salaire tous les mois plus que correct, tout en travaillant beaucoup moins que quand j'étais coach en salle de fitness, plus youtubeur à temps perdu. Mais, mais voilà, là l'objectif pour moi c'est de créer une marque de puriste, une marque qui va parler seulement aux gens qui s'y connaissent et qui ne cherchent pas l'extravagance. Donc tout ce qui est innovation, quand tu vois passer des ads, alors nous on a rajouté dans notre complément tel ou tel ingrédient qui fait que ben, la simulation ce sera meilleure. Non, pour moi en fait chaque complément il faut qu'il soit divisé. Donc j'ai décidé de faire de la créatine pure, Créapure, label. Du collagène marin 100%, sans ajout de vitamine C ou matières premières qui coûtent moins cher que le collagène en lui-même. Donc on coupe pas, hein, on voit que ça, comme un dealer qui coupe son shit avec des substances non inconnues. Ben là, j'ai décidé de faire du pur. Trop bien. Il n'y a que la protéine où là j'ai décidé de faire de la prot, malgré que je trouve que c'est un peu le complément alimentaire. C'est pas inutile parce que ça fait partie du business plan de quelqu'un qui veut faire une marque de complément. Je fais une marque de complément, il n'y a pas de whey protéine. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Ça va être compliqué de faire de l'argent. Donc j'ai fait quand même une super protéine parce que je me fournis chez Ingredia. C'est une entreprise, une coopérative française avec des agriculteurs françaises qui sont du coup les patrons puisque c'est une coopérative. Je pense que tu connais mieux que moi dans ces termes-là. Ce qui fait que j'ai une bonne protéine. Mais si j'avais le choix de ne pas faire de protéine, j'en aurais pas fait. Voilà. Vous savez ce qu'on dit, quand tu maîtrises bien les fondamentaux, tu es déjà devant le 90% de tes concurrents. Donc ça, c'est quand même bien. Et là, on voit que produits fondamentaux, les plus purs possibles, les plus qualitatifs possibles, made in France, Créapure, marin, sans additifs. Ouais, Peptane. Peptane, voilà. Donc, Peptane Rousselot. Enfin, je veux dire, voilà, donc déjà, ça montre quand même c'est qualitatif. Et en plus, toi, tu oses bien le dire, quand même, tu es transparent, tu vas pas dire, voilà, la protéine, je sais pas quoi, etc. Donc, c'est très bien. On te souhaite vraiment que ça marche. C'est quoi, du coup, tu as des objectifs? C'est lancé quand? Tu as un site internet où est-ce que les gens peuvent te trouver? Est-ce que tu as des objectifs de chiffre d'affaires? Le lancement, c'est d'ici une semaine. J'étais censé recevoir le stock vendredi. Quand la vidéo sortira, ce sera sorti. Voilà, ça sera déjà sorti parce que là, ça m'en sous peu. J'aurais aimé vous montrer les sachets, j'aurais été tellement fier de vous montrer ça. Mais là, je ne les ai pas encore. Le site, ça sera nutrisolide.fr. Ok, trop bien. Voilà, et il y a la casquette, ça c'est mon logo, même s'il y a des poils de chat dessus. Attends, regarde. Je tiens la liste. Vous êtes plusieurs sur ton projet? Non, je suis seul, mais j'ai toujours mes amis d'enfance qui viennent avec moi, qui passent du bon temps finalement parce que c'est marrant. Nous, on est des gars qui faisons des tours en voiture pour se divertir. Putain, j'ai l'impression d'entendre mon associé. Voilà, donc la nuit, on se rejoint, on traîne en voiture et on rigole et on dit des conneries, tu vois. On n'a pas besoin de beaucoup et c'est vrai que les vidéos, en fait, c'est hyper divertissant. Il y a des gens, ils vont en boîte de nuit, ils boivent, ils rigolent. Ben, nous, le moment où on fait une vidéo, c'est là qu'on se divertit. Ouais, et là, le fait d'aller au Fit Body Toulouse, ça va les faire délirer aussi parce qu'ils suivent des gens du fitness aussi. Et ils vont rencontrer plein de gens du fitness, des gens connus, des gens qui... Donc là, tu vas arriver en terrain en mode de terrain hostile puisque tu viens imposer ton truc, il y a tous les gens, il va falloir faire tes preuves et tout. Mais il ne faut pas qu'il aille au laurier parce que le laurier, c'est un poison pour les chats. Et comme on est en Provence, on est obligé d'avoir du laurier dans son jardin. Ah ouais? Ouais. Tu m'apprends ces trucs de ouf. Et comment il s'appelle? Qu'est-ce que je voulais dire? Et ce chat, en fait, il mange tout. Il mange tout? Ouais, il mange tout. Il trouve des cheveux par terre, il les mange. Il trouve des poils de chat, il les mange. Et donc, j'ai peur que le laurier, il ne comprenne pas que ça soit... Mais il est précieux, ce chat. Il est très, très précieux. Il tremble, il a froid quand il fait froid. C'est le symbole de la maison, mec. Du coup, tu achètes des stocks à l'avance et tu vends. Et quand tu as plus tes stocks, tu recommandes, tu vas gérer comme ça au début? Moi, c'est un schéma classique. Mon père est épicier, mon oncle est épicier. Trop bien. On achète, on revend. On ne cherche pas... Le dropshipping, tout ça, c'est pas un truc qui m'a... Qui t'a fait kiffer. Voilà, ou même, par exemple, laisser gérer le stock. T'as soit un peu des marges aussi, mine de rien, en faisant du drop. Ouais, bah oui, tu peux faire beaucoup d'argent avec du drop. Mais
c'est tellement un schéma où t'as pas le contrôle, Ouais, pas je vois assez le ce que tu... contrôle sur les choses, que ça me ressemble pas. Ouais, J'ai voilà, besoin de non, tout c'est bien. contrôler. Ouais, c'est trop bien. Et même pour les prods, là, j'ai aménagé des pièces pour pouvoir tout stocker et pouvoir faire mes propres envois. Après, j'aimerais plus tard réussir à déléguer tout ça. Non, mais après, tu vas faire des économies au début, puis quand ça prendra de l'échelle, tu mettras des Voilà, personnes clés en place. voilà, c'est ça. Mais j'ai vu que c'était 6 euros par colis pour. Je vais pas pouvoir marger énormément si je commence à payer 6 euros par commande. Non, bah après, si tu fais du volume, ils te réduiront les coûts, il faut que tu négocies. Ouais, ouais, c'est ça. Mais là, pour le moment, 6 euros par commande, si le mec commande qu'une prot, c'est Après, ce que tu que peux ça va faire, me il y a coûter. un truc qui marche super bien. Moi, je l'ai vu dans la marque, dans les marques de boissons. Nous, on a fait une interview chez Fitech, chez des grosses marques de boissons dans le sport. Eux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils internalisent tout. Il n'y a pas de dropshipping, choses comme ça. Mais ils travaillent juste avec des pôles logistiques où, en fait, les compléments, ils sont livrés là-bas et eux, ils s'occupent de l'emballage et de l'envoi et ils font tellement de volume qu'en fait, ça te revient moins cher. Tu sais à peu près combien. Je sais pas T'as te des dire comme chiffres ça, en mais tête? ils savent livrer partout. Et en fait, quand tu regardes le gain de temps, de prix et le fait qu'eux, en fait, si tu veux, ils ont tellement de process et de grands hangars que pour stocker et pour aller vite, au Ouais. final, ça coûte pas trop cher. Bah, Alors après, plus tu fais de volume, mieux c'est. Mais même au début, eux, ils ont commencé là-bas, ils faisaient pas trop de volume, hein. Donc des fois, ça peut être bien. Et en Hollande, Ah ouais, sans faire de volume, ils ont. après, pas non plus rien, tu vois, mais ils ont commencé en Hollande. Et par exemple, bah, tu peux très bien dire, ok, on commence comme ça, et l'objectif, c'est d'arriver à tant de volume, et vous me faites ce prix-là, et si à l'objectif, on n'a pas fait tant de volume, on arrête. Enfin, tu vois, tu peux discuter, quoi. Mm, mm. Toi, t'as du poids. T'es pas genre, ouais, moi j'arrive, j'ai 3000 abonnés sur ma chaîne, je vais faire ça. Ils vont me dire, ok, toi t'as une chaîne, t'as bientôt pas loin de 300 000, Ouais. tu vois. Faut jouer sur tout ça. Et tu sais que ça a failli me coûter mon partenariat avec Créapure, mes vidéos humoristiques. Ah ouais? Ouais. Ils ont pas voulu, du coup? Bah parce qu'ils ont dit, on comprend pas bien votre chaîne, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que on ne veut pas collaborer avec tout le monde. Mhm. Voilà, donc il a fallu que j'explique que, ok, il y avait de l'humour, ok, des fois je déconne un peu, mais ça reste toujours Bon enfant, quoi. bon enfant. Voilà, il n'y a pas de, on parle jamais de sexualité, il n'y a pas d'OnlyFans, il n'y a pas Ouais, bien de, sûr. il n'y a pas de drogue ou d'incitation à prise de stéroïdes ou de trucs comme ça. D'ailleurs, petit débat sur ça. T'es dopé? Non, moi, ça me fait plaisir qu'on me pose la question. Je vais te raconter une anecdote avec ça. Un jour, je discute avec The Rob. Tu Ouais. vois qui c'est, je pense. Il parle beaucoup du dopage et tout. Mm. Et je lui dis, ouais, ce serait bien qu'on fasse une vidéo sur un sujet d'un crossfitter qui était dopé et tout. Donc lui, il est chaud. Et là, il m'envoie le gars 2 vocaux. Et le premier vocaux, il me fout en PLS. Il me dit, ouais, toi, de toute façon, on voit tout de suite que t'es pas dopé et que t'es un mec solide et tout. Et là, je me suis dit, Ah ouais. ouais, mon physique renvoie direct que je peux pas être un mec chargé. Donc non, je ne suis pas dopé. Et même, j'aurais hyper honte d'avoir le niveau de performance que j'ai là en étant dopé, quoi. Ouais. Je me posais la question, tu sais, il y a eu la chasse aux sorcières de savoir qui se dope et qui ment en disant je suis Nati alors Mhm. qu'en fait ils étaient complètement piqués à la picouse. Ouais. Et en fait on était plutôt pas mal à valider ça, à dire ouais c'est bien, au moins on sait qui se dope vraiment, on sait qu'est-ce qui est atteignable, pas atteignable. Mais finalement on se rend compte qu'avec les personnes qui s'assument en tant que dopés, on a des jeunes de 15-16 ans qui commencent à vouloir se charger à la salle. C'est un truc qui n'existait pas du tout à mon Ouais, époque. bien sûr. Il y en avait peut-être 1, 2 dans tout mon entourage qui allait se doper jeune, et encore c'était 19-20 ans. Ben maintenant, j'entends un peu partout des mecs de 16 ans qui parlent de se doper, mais qui ont déjà fait leurs commandes sur des sites Ouais. dont je connais même pas le nom. Mais c'est hallucinant. Et Bah, pour moi, tu vois, pour moi, en fait, il n'y a pas de il faut cacher ou il faut pas cacher. En fait, c'est naze à partir du moment où tu te dopes. moi, je suis Voilà. d'accord. Mais j'ai des gens que j'apprécie qui se dopent et je pense qu'ils accepteront ma façon de penser, ils prendront pas ça comme une manque de respect, mais il faut pas se doper, c'est tout. Ouais. Parce que soit tu mens ou soit tu incites la jeunesse à faire de la merde. Il y a un vrai débat là-dessus. En fait, le débat, il est, il est vieux comme le monde. Après, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que déjà, les produits sont popularisés. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de monde. Donc, les produits deviennent plus accessibles. Ils sont de meilleure qualité. Ils coûtent un peu moins cher. Il y a aussi d'autres molécules qui sortent à chaque fois, comme les SARMs, tu vois, les choses comme ça. Où là, Ouais. en fait, on va plutôt jouer sur tes facteurs naturels à produire des hormones plutôt que sur ce que tu vas t'injecter. Parce qu'en fait, quand tu t'injectes quelque chose, finalement, tu t'injectes l'hormone directement. Alors que sur... Mais Donc, tu vois, il y a les beaucoup de SARM, choses. c'est quoi? En gros, tu as une molécule qui te En gros, fait booster ton... En gros, si tu veux, par exemple, quand tu prends, je suis pas un expert, mais tu prends ta seringue de testo,
tu vas t'injecter de la testostérone au-delà de largement plus que ce que ton organisme produit, alors que quand tu prends des SARMs, tu vas stimuler ta fabrication de façon bien plus importante que ce qu'est capable de faire. La pousser au maximum pendant une longue période, voilà. Alors que normalement c'est qu'au printemps. Ouais. Voilà. Alors les bodybuilders, tu sais, ils vont avoir des cycles, par exemple, quand ils sortent de ça, ils vont prendre des SARMs, etc. Mais voilà, il y a une forme de contrôle. Donc si tu veux, il y a beaucoup de choses comme ça. Et puis le SARMs, par exemple, il est devenu vachement populaire aussi. Pourquoi? Parce que tu es moins dans ce truc du dopé à t'injecter, puisque ça, c'est du cachet aussi, tu vois. C'est sous forme de cachet des fois, donc c'est quand même un petit peu plus simple. Il y a eu ça, et puis aux États-Unis, par exemple, on est vachement influé, on a 5-10 ans de différence. Aux États-Unis, c'est devenu classique. On a aussi ce phénomène de physique, de choses, etc. Donc comme c'est normal que nous, il y ait 10 ans, ça n'arrivait pas, et que là, ça arrive de façon exponentielle. Moi, je trouve que c'est naze à partir du moment où tu sais que tu vas enculer ton espérance de vie. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu encules ton espérance de vie pour savoir ce que tu vas en faire derrière? Est-ce que tu vois ça comme les mecs qui fument? Tu vois, tu sais que ça encule ton espérance de vie, mais que tu vas avoir un beau physique, c'est ton choix. Toi, tu sais que ça encule ton espérance de vie quand tu fumes, mais tu fumes. Donc, ça presque en train de devenir un truc comme ça. Là où c'est dommage, c'est vrai que si tu encules ton espérance de vie pour quelque chose de futile, pose-toi vraiment les bonnes questions. Ouais, je pense qu'il y en a, ils le font, ils ne savent même pas pourquoi. Voilà, donc ça, c'est un vrai problème, je pense, ouais, effectivement. Donc, ouais, le débat, il est très compliqué. Après, il y a quand même aussi un truc à garder à l'esprit, c'est qu'on ne fera pas d'un âne un cheval de course, et ça, moi qui ai vu des sportifs de haut niveau de tous les côtés possibles, si t'es pas prédestiné avec la génétique pure, tu peux te charger, tu feras pas de dinguerie. Ça, c'est clair, on le voit dans le crossfit, dans plein de choses. Moi, là, je vois le top 1 français, Victor Hofer. Il a une génétique, il a un physique incroyable. Ça, tu peux te charger, faire ce que tu veux, tu l'auras pas. Ouais, et je suis quasiment sûr, enfin, pour moi, il est 100% naturel. Et c'est un gars qui a travaillé plus que n'importe qui a la génétique parfaite, qui a le passif environnemental parfait. C'est l'élu, simplement, gros. C'est l'élu, tu vois. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour clôturer et tout, un petit mot à rajouter pour ceux qui ont pu suivre, Abonnez-vous, bons conseils, bons invités. Donc si vous voulez vous développer physiquement, sportivement et dans ta spécialité qui est l'auto-entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ouais. Entrepreneuriat général. Donc tu gères aussi les équipes et tout. Ouais, nous on est 16 et on va ouvrir on a 4 salles de CrossFit actuellement. Ok, donc taper sur les doigts des employés, voilà, non. Tu sais faire. Ouais. On recrute mieux et on n'a pas à faire ça après. Ouais, non. Il y a, je pense, une façon de faire comme quand on aborde des clients avec grand sourire pour bien diriger une équipe et qu'ils se sentent bien. Mais ça, c'est pas mon fort, je suis pas un leader. Je suis juste le capitaine de ma petite barque. Bah c'est bien, t'es leader par ta force de travail et ça, les gens arriveront à embarquer avec toi, puisque si tes amis sont toujours là après X temps dessus dans tes délires, c'est que t'es un leader sans forcément t'en rendre compte. Bah en fait, je pense que mes amis, on est tous leaders dans quelque chose. Et donc, ça fait un cocon. Il n'y a pas vraiment d'alpha. C'était Nakama, tu vois. On est un peu des l'équipage de One Piece. On est un peu des solitaires qui sont retrouvés entre eux. Mais après, on se connaît depuis bébé, donc en même temps... On dit qu'il faut se méfier des gens qui n'ont plus d'amis d'enfance. Donc c'est bien, mec. Ah ouais? Bah ouais. C'est les gens qui changent toujours de sexe. Moi, j'ai des amis d'enfance. Et toi? Mon associé, ça fait 12 ans. Ouais, le caméraman, il transpire, il a plus d'amis d'enfance. C'est CR7 derrière la caméra, vous le voyez CR7, pas, qui boit son vin. Ok, ben merci pour tes mots en tout cas, et puis on souhaite toute la progression possible pour ta marque, et on espère que quand on fera un épisode 2, mec, ce sera dans une petite féfé. Merci à toi, mec. Allez, ciao.